7h13, l'heure du kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas Soto. Le kiosque de 7h15 avec, comme chaque matin, avec vous, autour de la table, Alex Taylor pour parler d'Europe. Good morning, Alex. Good morning. Je progresse en anglais, quand même. Axel de Tarlet qui zoome sur l'économie, Alexandre Cara qui nous révèle chaque matin des petits secrets politiques et Anne Le Gall qui innove et nous raconte notre vie de demain. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vous, Axel de Tarlet. Airbnb va collecter la taxe de séjour. Alors, vous pouvez peut-être nous rappeler, Axel, Airbnb, c'est un site de location d'appartements entre particuliers. Voilà, c'est le Uber de l'hôtellerie. Donc, c'est un site qui est mondialement connu et qui permet à chacun de mettre en location son appartement pour quelques jours. Je ne sais pas si certains d'entre vous ici ont essayé. Moi, je l'ai fait avec des Chinois qui ont créé un Spoons dans le jardin collectif. Alors, vous faites partie de l'un des 50 000 Parisiens parce que ça cartonne. Il faut savoir que Paris est le premier marché mondial pour Airbnb. Il y a plus d'appartements en location à Paris qu'il y en a à New York, à Londres ou à San Francisco. Il y a 50 000 chambres en location à Paris via Airbnb. Et même des appartements Airbnb maintenant, ce qui pose problème. Hein. Oui, alors la mairie surveille ça de près, mais 50 000 chambres de location Airbnb à comparer avec 80 000 chambres d'hôtel. Donc vous voyez tout de suite le problème, c'est que l'hôtellerie est en train de crier à la concurrence déloyale parce qu'eux, ils payent plus de charges, ils ont plus de normes, etc. C'est la même, on remplace taxi par Airbnb. Oui, c'est la même histoire. histoire. Pareil, exactement, voilà. Alors là, du coup, les Airbnb fait un pas dans la bonne direction. Ils vont payer la taxe de séjour, comme les hôtels d'ailleurs, exactement. Et ça représente combien cette taxe de séjour et comment est-ce qu'on est sûr qu'elle sera bien payée? Alors, c'est un symbole, c'est 83 centimes d'euros par nuit et par personne. Oui, on est sûr qu'elle est bien payée parce qu'elle sera prélevée automatiquement par le site Airbnb qui automatiquement reversera cette somme à la mairie. Alors, c'est vrai, on comprend la rancœur des hôteliers face à cette nouvelle concurrence. En même temps, c'est comme pour les taxis, on ne va pas interdire l'économie du partage qui crée une nouvelle demande et qui s'adresse à des gens qui, de toute façon, n'iraient pas forcément dans les hôtels. Et puis, ça dope le tourisme à Paris. Il y a un chiffre, alors c'est Airbnb qui le donne, qui a fait cette étude, mais les gens qui passent par Airbnb dépensent en moyenne 800 euros par jour, alors que les gens qui passent par l'hôtel, qui vont à l'hôtel, dépensent en moyenne 400 euros par jour. Donc, vous voyez, tout ça, ça crée de l'activité. Maintenant, c'est vrai qu'Airbnb doit respecter les mêmes règles que les hôteliers. C'est toute cette subtilité qu'il faut trouver, qui est une problématique mondiale. Et c'est l'objet notamment de la loi Macron à la fin de l'année. Voilà, Alexandre Cara, qui prépare la loi sur le numérique, qui vise à concilier cette émergence de l'économie du partage avec la nécessité de respecter des règles qui soient les mêmes pour tous. Oui, mais dans quelle mesure ça touche l'hôtellerie? C'est la question qu'on peut se poser. Ah bah, les gens qui vont à Airbnb vont moins à l'hôtel. On dort pas à la fois à l'hôtel et chez Airbnb, Paris, en fait. C'est quantifiable aujourd'hui? Oui, c'est quantifiable. Il y a eu un nombre record de nuitées de touristes à Paris cet été, mais le chiffre d'affaires de l'hôtellerie parisien a baissé. 83 centimes, c'est pas beaucoup, ça change vraiment la donne? Ah bah ce sont les recettes. Bah écoutez, ça fait plusieurs millions d'euros que payent les hôtels et que ne payent pas. Trop Axel, non, mais les hôtels payent des millions d'euros de taxes et Airbnb ne les payait pas. Ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Alex Taylor, alors vous, en cette semaine de rentrée, parfois dure, vous avez envie de nous mettre de bonne humeur avec de bonnes surprises. Lesquelles? Vite. Oui, alors, comme vous, je suis rentré cette semaine, le temps était un peu maussade, le réveil sonne, il faut que je me lève à 4 heures pour venir ici, mais au moins il y a la bonne surprise dans la boîte aux lettres parce qu'il y a mon troisième tiers. Chouette, je vais pouvoir payer. Vous vivez sur quelle planète Alors, franchement, je vis sur la planète Danemark. Parce que je vous en parle parce que j'ai passé un peu de temps cet été. Ils ont franchement une autre attitude vis-à-vis de leurs impôts. Ce ne sont pas du tout des contribuables extraterrestres. En plus, ce n'est pas évident pour eux parce que c'est les gens les plus taxés du monde. L'impôt sur le revenu au Danemark, c'est en moyenne 48% du salaire. Alors, comment ça s'explique? 45 chez 45 chez nous. On est numéro 2 après le Danemark. Déjà, vous n'êtes pas mal ici, c'est vrai, parce que je paye mes impôts ici. Mais alors, comment ça s'explique? C'est parce qu'ils font un grand effort en fait d'affichage partout. Tous les services publics, l'école est gratuite, l'université, les hôpitaux, et partout, vous voyez, voilà ce que vos impôts ont payé. Ils montrent à quoi sert l'argent des impôts, c'est du concret. Donc, c'est de la communication. En plus, j'ai vu leur siège qui donne sur le Kattegat, la mer autour de Copenhague. C'est très beau. Tout est en vert, tout est transparent, plus zen humeur. Vous voyez, avec ce genre de trucs, des pommes vertes dans des bols partout. Alors, tout est en ligne, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agences. Déjà, sur la page Facebook du jeune et fringant ministre des Finances, il est sur un golf, chemise découverte. On peut tout faire sur Instagram. Il y a une chaîne YouTube. Le fisc danois sponsorise même la Gay Pride de Copenhague. Le fisc? Oui, le fisc. On voit des chars avec ça là-dessus. En gros, c'est considéré que c'est pas cool de ne pas payer ses impôts
au Danemark. Cela dit, ils peuvent se le permettre parce que le revenu mensuel moyen, j'ai cherché au Danemark, est de 3 739 € quand même. Ah oui, donc c'est plus qu'en France. En France, c'est quoi ? 400 Oui, Axel, mais si on donne la moitié au fisc, ça fait qu'à la fin, il Bah, nous reste... vous avez quelque chose. En plus, coup de marketing génial, le mot pour impôt en danois, skott, signifie aussi mon chéri, mon chou. Donc Voilà. c'est vraiment, c'est parfait. Si vous n'aimez On a pas envie de payer vos payer. impôts, Alex Taylor adore le faire pour vous. Vous lui envoyez votre petite note et puis il réglera, Très bien, thank you very much. ce problème. C'est sûr que si on appelait les impôts mon chéri en France. Oui. Alex Carrade, justement, on parle politique avec vous. François Hollande aussi prépare la rentrée. D'ailleurs, il a dit qu'il y aurait des baisses d'impôts peut-être en 2016. Oui, ça, c'est si la 2016, ça croissance sera pas tout de suite. le permet. Il y a quand même en attendant un gros dossier qui l'attend, c'est le remaniement. Oui, je vous propose Thomas d'ailleurs de rentrer dans le salon doré. Vous savez, c'est le bureau du président à l'Élysée. Et là, vous allez découvrir, vous ne verrez pas le bureau parce qu'il y a un nombre de dossiers importants sur ce bureau. Mais il y a un gros dossier, c'est celui du remaniement. Alors le remaniement va avoir lieu la semaine prochaine. C'est sûr ? Oui, c'est sûr. Ça sera probablement mercredi ou jeudi de la semaine prochaine. Et évidemment, il s'agit de remplacer François Rebsamen, le ministre du Travail. Et alors, il y a par qui beaucoup de concurrents, justement. Alors, il y a Alain Vidalis, il y a Bruno Leroux, il y a Michel Sapin ou Marie-Lise Lebranchu qui tiennent la corde. Mais désormais, il y a également Emmanuel Macron. Et oui, ça pourrait être la surprise. Mais qui cumulerait alors ? Alors, soit il cumulerait, soit il prendrait un super ministère du Travail. C'est envisageable également. Réponse la semaine prochaine. Je vois qu'Axel de Tarlet n'est pas dans la liste encore, mais ça peut changer. Hein. On attend également la prochaine conférence de presse de François Hollande, la conférence de rentrée. Oui, parce que cette rentrée doit être évidemment très médiatique. On a regardé cet été avec attention les légers frémissements dans les sondages. Léger, 2 points, c'est pas grand-chose, mais quand même. Et donc, on prépare la 6e conférence de presse qui devrait avoir lieu le 8 ou le 9 septembre. La date définitive n'est pas encore arrivée. Autre gros dossier, vous le savez, ça c'est le vrai dossier médiatique de la fin de l'année, c'est la COP21, la conférence climat. Et le 10 septembre se tiendra à l'Élysée une réunion qui lancera cette COP21, un événement qui s'intitulera « La France s'engage pour le climat ». Voilà, donc pour l'agenda. Je sais pas si vous avez vu ce sondage ce matin, que le candidat socialiste à la présidentielle s'appelle François Hollande ou Manuel Valls. Il serait éliminé dès le premier tour si l'élection avait lieu ce dimanche. Ce sondage IFOP publié par Paris Match. Marine Le Pen, elle, serait qualifiée dans tous les cas de figure. Oui, ça doit être le 3e ou le 4e sondage qui donne cette figure de style. Même avec Manuel Valls à la place de François Hollande ? Non, ça c'est nouveau. C'est vrai que jusqu'à présent, c'était même... plutôt François Hollande. Il y avait quand même la possibilité pour Manuel Valls, ça c'est nouveau. Et puis puisqu'on parle politique, précisons que Marion Maréchal Le Pen sera mon invité tout à l'heure à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe. Tout de suite, on innove. Anne Le Gall, ce matin, vous nous présentez des chercheurs qui parient désormais sur des cols et des adhésifs qui tiendraient même sous l'eau. Bah oui, parce que le sparadrap qui flotte dans la piscine, je ne sais pas si ça vous est arrivé au Danemark, Alex, ou le porte-serviette qui tombe dans la salle de bain, c'est agaçant. Et c'est la preuve que même en 2015, nos cols synthétiques ont du mal à résister à l'humidité. Or, dans la nature, il y a un coquillage qui, depuis plus de 30 ans, fascine les chercheurs pour ses pouvoirs adhésifs, y compris sous l'eau. Le bulot. Non, non, c'est pas celui-là. Une autre idée ? Non. La moule. Ah bah oui, Eh c'est ben vrai, oui. faire la moule. Accrochée à son rocher, elle résiste oui, c'est vrai, c'est vrai, aux c'est vrai. vagues, elle résiste au courant. Et à force de l'étudier, cette moule, eh bien, des chercheurs de l'université de Santa Barbara aux États-Unis ont réussi à synthétiser en laboratoire une molécule, une superglue inédite qui est 3 fois plus adhésive que la moule sur son rocher, donc ça marche même sous l'eau. Et les travaux ont été publiés dans Science, la prestigieuse revue, puisque ça peut révolutionner l'industrie des matériaux. Cette colle pourrait servir peut-être un jour à réparer les coques des bateaux, à réparer des installations sous-marines, et ça pourrait même servir en médecine. Pourquoi en médecine ? Parce qu'elle résiste à l'humidité et donc elle pourrait servir, cette colle, à fixer des prothèses, à remplacer des points de suture. Et même si, alors là on va être honnête et aussi un peu chauvin, là-dessus les Américains ne sont pas les pionniers en fait, puisque le Français Ludwig Lebler, chercheur au CNRS, a découvert aussi récemment un processus chimique pour coller les bords d'une plaie ou d'un organe. Donc la fixation est moins forte que celle de la moule, mais ça pourrait permettre, là encore, dans quelques années, peut-être, de se passer des points de suture traditionnels. En tout cas, ça marche chez les rats. Mais donc, cette colle, c'est une substance chimique qui est à l'intérieur de la moule. Moi, j'imaginais tout bêtement que la moule, elle faisait ventouse. Vous voyez, qu'il y avait un appel d'air, du coup, elle collait au rocher. Alors, ce sont 2 molécules qui interagissent, en fait, et qui provoquent cette adhésion. Donc, pour l'instant, c'est une superglue. Alors, pour l'instant, on en est encore aux éprouvettes en laboratoire, mais ça ouvre des perspectives très intéressantes. Et c'est un marché colossal. Ça veut dire qu'on peut déposer un brevet là-dessus Alors voilà, il faut encore trouver maintenant la matière qui soit pas toxique et qui soit un processus qu'on peut industrialiser. Eh bien, en tout cas, vous tous ces amis, vous êtes collés et vous revenez demain pour le kiosque de 7h15. À demain.